Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Monsieur Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Bonjour Monsieur Rougeron. Est-ce que vous Bonjour. pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs Alors, je salue tous nos amis d'Omerta, qui me font le plaisir de leur amitié depuis un petit moment déjà. Moi, je suis dirigeant associatif. J'ai créé une société de pensée qui s'appelle le Cercle Aristote. Je suis directeur de revue et d'édition. Je suis éditeur. Et sinon, je suis universitaire et analyste, politologue et analyste. J'essaye d'éclairer sous un angle qui est souverainiste, mais que j'assume pleinement. Et tant que l'angle est assumé, ça ne touche pas l'honnêteté de l'analyste. C'est quand on ne l'assume pas qu'on est malhonnête. Euh, et de temps en temps, des amis me demandent mon avis sur une ou deux questions, et c'est ce qui m'amène chez mes amis d'Omerta et qui me fait le plaisir de les retrouver. En tout cas, c'est un grand plaisir que vous soyez avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des propos d'Emmanuel Macron, qui a récemment indiqué sa volonté d'envoyer des troupes en Ukraine. Il doit d'ailleurs rencontrer demain M. Zelensky. Apparemment, sa priorité absolue, c'est le terme employé, est d'apporter son aide à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça va être une rencontre au sommet, hein, le De Gaulle des pauvres et le rencontre le Churchill des simples d'esprit, ça va être palpitant. Et on va avoir de quoi gloser sur la parole jupitocienne, hein, vu qu'elle n'est plus jupiterienne, d'Emmanuel Macron. Alors, il faut bien entendre ce qu'Emmanuel Macron appelle aider l'Ukraine. En réalité, ou alors l'Ukraine est une abstraction pour dire on s'affronte avec la Russie, ou l'Ukraine ça existe. Aider l'Ukraine en prenant le pari que l'Ukraine existe, nous sommes d'accord, l'Ukraine c'est deux choses, c'est un territoire et c'est un peuple. On est d'accord jusque-là. Donc aider l'Ukraine, ce serait épargner un nombre de morts en prenant une solution territoriale. Nous sommes d'accord. Bon. Là, rien de tout ça. Donc, on oublie l'Ukraine en tant que réalité. On voit l'Ukraine comme abstraction, personnifiée par M. Zelensky, dont d'ailleurs le statut légal en Ukraine est on ne peut plus chancelant, vu que je rappelle que théoriquement il n'est plus chef d'État. Donc il est maintenu par l'état d'urgence. Bon. Depuis quelle date il aurait dû partir? Ça fait plusieurs mois déjà. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que les autorités américaines demandent, parce qu'elles demandent un renouveau de la légitimité ukrainienne pour pouvoir trouver une porte de sortie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Zelensky bloque sur des raisons sur lesquelles nous pourrons revenir si vous le souhaitez. Alors, du moins, celles que nous pouvons déduire de son comportement, puisque le réel a toujours plus d'imagination que vous et moi. Or, donc ce qu'il veut, c'est nourrir l'abstraction ukrainienne. C'est quoi l'abstraction ukrainienne? C'est en réalité le maintien des rêves européistes d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que l'Empire européen doit mettre la main sur l'Ukraine coûte que coûte, et que l'Europe fut grande et Emmanuel Macron fut son prophète. Et pour ça, ça vaut 1000 Ukrainiens tués jour. Parce que sur les 1000 morts de la guerre d'Ukraine, excusez-moi, j'ai pris la fourchette la plus haute, sur les 1000 morts tués en Ukraine, allez, admettons, ça doit faire plutôt 650 à 700 Ukrainiens, ou 800 Ukrainiens, mais ça vaut 1000 morts par jour, dont plus des 2 tiers d'Ukrainiens. Or, ça fait cher pour une abstraction. Parce que Emmanuel Macron veut en réalité que cette guerre continue, parce qu'il l'a lui-même dit. L'Europe perdra toute crédibilité, tout simplement parce que l'Europe, qui est aujourd'hui l'EHPAD fortifié du mondialisme, parce que c'est un EHPAD fortifié, c'est une course vers l'abîme, mais en déambulateur, donc une course réduite, enfin, au ralenti. Or, va perdre toute crédibilité à maintenir une guerre qu'elle a voulu de toutes ses fibres. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est peut-être la perte de crédibilité de l'Union européenne est une des seules choses qui permettrait de sauver les peuples du continent. Après, il faut savoir, qu'est-ce qui importe pour vous? Les peuples
ou que vous ayez raison. Alors Emmanuel Macron a fait son choix, que ce soit pour la France ou pour l'Ukraine. Il veut sauver le système européiste et xénocratique, hein, le système du pouvoir de l'étranger. Pourquoi? Parce que ce système garantit le pouvoir d'une caste parasitaire dont Emmanuel Macron est l'une des plus belles fleurs finalement. Donc pour garantir les avantages indus de, très difficile à dire, 30 à 40 000 personnes, peut-être 50, mettons 100, allez, grand max. Eh bien, on va condamner à terme d'abord 40 millions d'Ukrainiens, et ensuite tout le reste. Bon, il n'y a peut-être pas de quoi pavoiser. Alors, M. Lecornu a récemment indiqué que les troupes seraient envoyées uniquement à des fins de déconfliction. C'est le terme qu'il a employé. Est-ce que vous pensez vraiment que ces troupes ne seront qu'observatrices? Ou est-ce que ça peut je remarque que la France, qui a toujours eu une tradition d'écrivain militaire, y a échappé avec M. Lecornu, qui a le même charisme à l'écrit qu'il l'a à l'oral, de toute évidence. Donc, les troupes en question, déjà premièrement, pour que ces troupes fassent de l'interposition, pour que ces troupes fassent, parce que si déconfliction veut dire quelque chose, ce sont des groupes donc, qui permettent la désescalade, ce sont des troupes d'interposition sans combat, nous sommes d'accord, des troupes tampons. Il faudrait déjà que la Russie l'accepte. Excusez-moi, parce que quand vous êtes des troupes tampons entre deux forces, il faut que ces forces vous tolèrent. Et surtout, il faut que ces troupes, soient là dans un processus, disons, légitimable aux yeux de toutes les parties. Donc ça ne peut pas être un processus onusien parce qu'on n'agit pas avec l'ONU. On a mis l'OSCE, qui est quand même l'Organisation internationale de la zone, sur la touche. Bon, on va le faire au nom de quoi? Au nom de l'Union européenne, donc d'une partie belligérante? Co-belligérante, je vous l'accorde. Donc aux yeux des Russes, belligérante. M. Lecornu ne semble pas se rendre compte de deux choses. Il est indifférent à la vie des soldats français. Parce qu'ils ont un gros défaut pour lui, c'est qu'ils sont français. Très bien. Admettons. Vous pensez qu'il n'aime pas le peuple français? Je pense qu'il fait partie d'une élite qui vit de la destruction de mon pays. Et qu'il en est parfaitement conscient. La seule chose, c'est qu'ils vous diront qu'ils font ça pour de grands projets, oui. Quand on tue des êtres de chair et de sang, on a toujours de grands projets derrière. Mais vous savez, le problème des idées généreuses, c'est qu'elles ne saignent pas. Voilà. Donc, si vous voulez, les humanistes, avec le sang des autres, c'est une race à laquelle nous avons trop eu affaire. Or, il est indifférent aux soldats français, donc il est prêt à les envoyer d'une manière urticante face à la Russie, alors que ce sont les mêmes hommes qui ont déshabillé l'armée française depuis 45 ans. Vous savez pourquoi? Pour deux choses. Un, pour payer leur gabegie budgétaire mondialiste et euro-mondialiste. Vous savez, pour que les fonctionnaires européens, qui sont à leur, je crois, 7e augmentation en 3 ans, si mes souvenirs sont bons, se gavent, il faut qu'il y en ait qui se serrent. Et vous savez, l'avantage de la grande muette, c'est que quand vous lui serrez la ceinture, elle ne crie pas, comme son nom l'indique. Donc, premièrement, pour leur gabegie budgétaire, et je vais vous dire une autre chose, par haine de la verticalité des hommes que sont les soldats. Cette élite déteste les soldats et se méfie de l'armée. Parce qu'elle sait que les Français aiment leur armée. Il suffit de voir n'importe quelle étude d'opinion sur la question. Et donc, ils l'ont d'abord humilié. Vous savez, c'est le fameux « l'armée le fera ». Vous avez un problème avec les poubelles? L'armée fera les poubelles. Vous avez une bar mitzvah organisée? L'armée organise des bar mitzvahs. Donc, vous voyez, l'armée fera. C'est-à-dire que l'armée est vue par ces gens comme la nounou torcheuse du pouvoir civil défaillant. Et surtout, c'est un type d'homme. Enfin, si vous voulez, vous n'imaginez pas Gabriel Attal avec un uniforme. On ne fait pas d'uniforme taille enfant dans l'armée française. Or, ces gens-là méprisent les fils du peuple qui sont dans l'armée.
Et donc, comme il se méfie d'eux politiquement, alors que l'armée française est loyaliste, elle n'a aucune tradition putschiste. Ça leur relève du fantasme militaire. Et ils préfèrent, eux qui l'ont déshabillé, l'envoyer au contact d'une armée russe dont la francophilie est tout à fait relative, qui est une armée aguerrie par 2 ans de guerre de haute intensité, qui est une armée qui a perdu des hommes, beaucoup, moins que les Ukrainiens, mais néanmoins, et qui aujourd'hui est une armée qui est pleinement aguerrie, là où nous avons une armée brave, bonne tacticienne, mais qui n'a pas le tonnage. Une armée, c'est une force mécanique. Nous n'avons pas assez d'hommes, pas assez de matériel, et surtout, nos hommes sont démotivés pour une raison, c'est que nos hommes savent que nous n'avons rien à faire là-bas. Donc les envoyer comme des mouches du coche en espérant un incident, parce que quand vous faites ça, vous espérez un incident. Hein, ou Quel pire. type d'incident? Alors, soit vous espérez un incident, soit pire, vous êtes totalement inconséquent. Ce qui n'est pas du tout, les deux pouvant d'ailleurs être, les deux pouvant se cumuler, les deux mon capitaine. Hein. Un type d'incident, ça peut être un truc à la con, un accident de frontière, quoi. Un accident de frontière. C'est comme quand vous envoyez, c'est comme quand vous assurez les cinglés des États baltes que nous épongerons leurs conneries face à l'armée russe. Ça donne très envie aux gardes frontières baltes de faire une connerie. Là, par exemple, vous avez vu cette information atroce. Nous allons miner, les alliés dits européens de la France vont miner les frontières biélorusses. Miner. Le retour des mines antipersonnelles en Europe. Bravo. Or, avec la catastrophe écologique au bout, car je vous rappelle que dans ces régions vivent les derniers bisons sauvages d'Europe, dans les parcs. Et la plupart de ces mines tueront des enfants et des bisons. Elles ne tueront pas de soldats russes. Parce que le soldat russe n'est pas aussi stupide. Voyez ? Et qui a décidé Nos alliés européens, les pays mitoyens de la Russie et de la Biélorussie. Et nous, on va payer, parce que tout ceci se fait sur le dos du contribuable français, hein, et du contribuable des États qu'on appelle contributeurs nets, mais particulièrement des États français, du contribuable français qui est le grand perdant. Or, nos hommes n'ont rien à faire là-bas, le Cornu le sait. La seule chose, c'est que, si vous voulez, ils sont dans un système que j'appellerais une pensée de bunker. Ils ne peuvent pas reculer, sauf à se déjuger personnellement, donc ils préfèrent tous nous envoyer dans le mur. C'est une pensée de bunker. Ils peuvent décélérer, ils peuvent désescalader en suivant l'exemple américain, c'est-à-dire, alors certes, c'est pas brillant, mais voyez ce que Trump est en train de faire. Il dit, moi je ne l'ai pas voulu cette guerre, ce qui est vrai, lui ne l'a pas voulu, c'est la faute de Biden et des Européens. Les Européens peuvent tout à fait, si on voulait s'en sortir, on dirait, écoutez, on dirait à la Russie, écoutez, nous avons violé notre parole diplomatique, nous Français, nous avons fait ça, et le pire c'est que c'est vrai, pour faire plaisir à l'administration démocrate et aux Allemands, essayons de reprendre un fil diplomatique qui certes ne sera plus aussi chaleureux qu'avant, mais soit normal, nous retirons nos billes, on est désolé, on n'a rien à faire là, ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Certes, c'est avaler son chapeau, mais quand on fait une connerie, on la paye. N'oubliez pas, hein, le patriotisme, c'est soutenir son gouvernement quand il le mérite et son pays tout le temps. Nos gouvernements n'ont pas mérité notre soutien sur ce dossier. Or, M. Le Cornu, lui, il ne veut pas, il veut croître et embellir, il veut rajouter une couche d'emmerde sur les emmerdes. Et pour ça, même si ce n'est pas le dossier principal, faire mine d'envoyer des troupes. Le dossier principal est beaucoup plus matériel. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est un discours strictement interne de sidération par la peur qui permette de vous faire les poches. C'est aussi simple que ça, c'est le projet de mobilisation de l'épargne. En réalité, ils vous font un Covid en kaki, là. Hein, ils ne savent que gérer par la peur et la sidération. Qu'est-ce que vous pensez du kit de survie, d'ailleurs, envoyé par... Je dis que si en cas d'attaque, alors, disons-le en entier, bactériologique, chimique et nucléaire étant entendu au sens de bombe sale, ou même conventionnelle, si c'est la même équipe qui gère, je ne sais pas s'il faut un kit de survie, mais je pense qu'il faut une bonne paire de jambes pour se tirer. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte,
que la France est un pays, par la grâce du général de Gaulle, qui est inattaquable sur son sol. Je rappelle que nous sommes une puissance nucléaire de plusieurs centaines d'ogives, ce qui est suffisant pour raser à peu près n'importe qui. Notre triade nucléaire est en état de marche. Nous avons suffisamment d'avions, de sous-marins, particulièrement les sous-marins, sous-marins lanceurs d'engins, et de missiles pour pouvoir l'utiliser. Personne ne nous menace sur notre sol. Enfin, aucun État. Nous avons des organisations qui s'attaquent à notre sol. Mais ça, c'est un problème de police, ce n'est pas un problème militaire. Or, le grand problème qui se pose, c'est que nous avons des gens qui utilisent par exemple cette affaire de kit de survie pour pouvoir plonger particulièrement les populations âgées, parce que c'est elles qu'on l'épargne, dans une transe de peur. Et à partir du moment où vous faites miroiter un risque vital à un individu, quel qu'il soit, sanitaire, guerrier, que sais-je, vous en prenez le contrôle. Tout simplement parce que la peur Hobbes le disait, la peur de la mort violente. C'est une des passions les plus vives de l'être humain. Une fois que vous prenez le contrôle de cette peur, vous obtenez ce que vous voulez. Et ce que veut Emmanuel Macron, c'est simple. Il veut la soumission, juste pour pouvoir vous faire les poches. En réalité, et malheureusement tous ces gens-là sont à leur niveau là, c'est la sidération d'un voleur de sac à main qui sort un couteau devant une vieille dame. Voilà. Elle meurt de peur, il prend le pognon, il se tire. Take the money and run. Dans les grandes lignes, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que qu'on ne me fasse pas croire qu'on va réindustrialiser comme ça. Tout ceci est de la foutaise. En réalité, ils veulent réaliser un plan d'abord d'emprunt forcé, puis de taxation, et à la fin peut-être de saisie. Nul ne sait jusqu'où peuvent aller de grands malades. De l'épargne, qui est en réalité un plan, si vous voulez, il n'y avait pas de guerre en Ukraine en 2012. Quand j'ai sorti mon livre sur la dette, j'en parlais déjà parce que c'était déjà dans les tuyaux. Donc qu'on ne vienne pas me dire qu'on a attendu M. Zelensky et ses talents de pianiste. Et d'ailleurs, en parlant de la mobilisation de l'épargne, comment est-ce que vous pensez que ça sera prélevé directement sur les comptes ? Très difficile à dire, parce que vous avez plusieurs moyens. Le camarade Tom Benoît a fait un très bon boulot là-dessus, mais d'ailleurs d'autres camarades, hein, je pense à Olivier Delamarche, je pense à d'autres. Alors, déjà, à mon avis, ils vont tenter d'abord de vous faire souscrire à des emprunts forcés. Ils vous refont le coup des emprunts russes, c'est-à-dire donnez-nous de l'argent, on vous le rendra dans tant de temps. Et à la fin, vous n'aurez rien. Bon. D'abord, ça va être ça. Si ça ne marche pas, ils vont passer à un système de plus en plus contraignant. Et à terme, les dispositifs de saisie sont juridiquement prêts. Hein. Ce sont des textes communautaires pris à partir des années 2014-2015 qui tous ces textes reposent sur des questions d'urgence et d'aléa. Le problème, c'est que ils vont jouer sur ce qu'ils appellent le risque de crise. Le problème, c'est qu'on est toujours en risque de crise dans un système fragile. Or, nous sommes un système nous sommes dans une cordée financière, un marché financier, où les marchés financiers aussi sont de grandes cordées. Donc ils sont fragiles par nature. Vous voyez, les textes sont suffisamment flous pour permettre n'importe quoi au moment où nous parlons. Ensuite, n'oubliez pas que l'opération test que l'Union européenne avait menée à Chypre est, du point de vue eurocratique, une réussite. Il faut dire, moi j'ai toujours eu des soupçons sur le fait que l'Union européenne avait été lourdement aidée. Parce que l'opération, si vous voulez, d'habitude, vous donnez, vous donnez un humeur et une tortue immortelle à un eurocrate. 15 minutes après, vous avez une épave et une soupe de tortue. Donc, si vous voulez, ces gens-là ont deux mains gauches. J'ai toujours été très surpris de la réussite de cette opération et je pense qu'ils ont eu un petit coup de main de la part de gens qui sont moins inaptes. Et l'opération chypriote avait été particulièrement bien calculée. On avait épargné les fonds, quelle que soit leur provenance, des Russes de Chypre,
enfin transitant par Chypre, et les fonds des militaires britanniques. On avait, pour l'eurocratie, comme Chypre ne s'est pas soulevé, ça veut dire qu'ils peuvent essayer. Et de toute façon, à la fin des fins, je vous rappelle que le plan Covid, le plan Covid n'est toujours pas financé. Hein. Donc de toute façon, à un moment, va falloir, ces gens-là feront éponger aux populations leurs conneries. Et ils le feront d'une manière ou d'une autre. Ils vont le faire. Ils le font déjà par la taxation. Donc, en tant que contribuable, ils le font ils vous le font en tant que consommateur, l'inflation. Et qu'est-ce qui reste? Une fois qu'on vous a taxé en tant que consommateur, une fois qu'on vous a taxé en tant que contribuable, il vous reste à vous taxer en tant qu'épargnant. Et la boucle est bouclée. Donc, ils le feront d'une manière... La seule chose, c'est qui le fera en premier. Très difficile à dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de se protéger, entre guillemets, Objectif, alors, de ces prélèvements? à titre personnel, j'évite de faire si vous voulez, chacun son métier. Il y a des gens dont la protection de patrimoine est le métier. Je pense qu'un public aussi aiguisé que celui d'Omerta trouvera des camarades sans trop de soucis. Ce que je recommanderais, c'est d'être particulièrement vigilant. Parce qu'en fait, ils peuvent frapper très vite, en fait. Ils ont déjà les textes juridiques pour le faire. Et un passage à vide économique, tout ça peut arriver très vite. Là, ils préparent les esprits. Ils vous font croire que d'un seul coup, la ménagère de plus de 50 ans s'est réveillée avec son bas de laine en disant qu'elle veut investir dans la défense. Vous savez, faut avoir du coffre pour être speechwriter. Hein. Parce que pour soutenir pour en balancer de ce calibre-là, moi, j'oserais pas. Mais ils ont l'avantage de ne pas avoir de face. Mais admettons que ça ne marche pas, et je pense que dans les tréfonds du pays, ça ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer une méthode plus contraignante, et à chaque fois, ils habilleront ça de la menace russe. D'ailleurs, Emmanuel Macron le fait, quand il dit « les Russes sont à nos frontières ». De quelle frontière de la France on parle? Les Russes sont arrivés sur le Rhin, déjà? Alors, ils sont passés à travers l'Allemagne plus vite que la dernière fois. Mais, non, si vous voulez, tout ceci est une affaire européano-européenne. La Russie n'est que la peur actuelle que les dirigeants européens utilisent pour dresser leur peuple à la peur. C'est tout. En réalité, c'est une élite coloniale et elle joue à apeurer la population dominée. C'est tout. Toutes les élites impériales ont fait ça. Il n'y aura que la fin de triste. Est-ce que vous pensez que, du coup, ce genre de modèle, c'est-à-dire prélever un petit peu l'argent des Français, pourrait être par la suite repris pour d'autres crises, Bien que ce évidemment. soit sanitaire Mais bien sûr, c'est le but. En réalité, soyons clairs, qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons déjà payé une première industrialisation. Nous nous sommes désindustrialisés parce que nos élites ont cru au bienfait de la finance, et du libre-échange et de l'Europe. D'accord? De cela est née la dette. Ça est la fin du circuit du trésor, etc. Enfin, c'est un processus long et complexe qui débute dans les années 60, à la fin des années 60. En réalité, la dette a été un choix nécessaire, car la dette en elle-même ne fait que trahir un secret de famille. Le secret de la dette japonaise, c'est qu'il n'y a pas assez de petits Japonais. Le secret de la dette française, c'est la désindustrialisation. D'accord? Ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les élites se rendent compte que le projet mondialiste et impérialiste qui va avec a déjà été tué par la cupidité des Blancs. Les mecs se sont réveillés avec une Chine qui pèse 45% des capacités industrielles du monde.
Alors bien sûr, les Chinois sont méchants et ils les ont volés. Ils n'ont rien volé. Enfin, ils ont fait un peu d'espionnage industriel, mais l'espionnage industriel, ça existe depuis que le monde est monde. L'espionnage industriel, ça a débuté quand une tribu néolithique est allée copier la manière de tailler les silex de la tribu d'à côté pour pouvoir leur foutre à travers la figure. C'était déjà de l'espionnage industriel. Tout le monde fait de l'espionnage industriel. Le problème, c'est que la Chine ne s'est pas développée par l'espionnage industriel. Elle s'est développée en donnant un débouché à la cupidité sans limite des Blancs. Voilà. Nos élites nous ont vendus. La mondialisation, c'est ça. Alors on peut dire que les Chinois sont méchants, que les Hindous sont méchants. En réalité, ils ont joué leurs cartes et ils ont eu raison. Et donc, nos élites qui nous ont déshabillés vont nous faire payer un deuxième coup les frais de rhabillement. C'est-à-dire, ils vont nous faire payer le retour de boîtes qu'ils ont eux-mêmes vendues. Et ils vont le faire à vil prix. Parce que sans protectionnisme, la réindustrialisation n'est pas possible. Pas possible. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas, vous n'abaisserez jamais le coût du travail en France au niveau de ce que l'Asie orientale est capable de faire, pour des raisons structurelles. Et ce n'est pas au peuple français qui a déjà payé la première industrialisation, on lui demande d'en payer une deuxième. Et c'est la classe qui les a désindustrialisés qui va leur faire payer. Excusez-moi, sincèrement, il y a des coups de fourche qui se perdent. Hein. Or, c'est ça qui nous pend au nez. En réalité, ils veulent nous refaire payer. Et pourquoi? À la rigueur, ce serait pour nous redévelopper et rejoindre le concert des nations, enfin. C'est-à-dire mettre fin, non pas à l'exceptionnalité de l'Occident, que l'Occident reste une exception, ou c'est un fait de l'histoire du développement. C'est pas de ça qu'il faut mettre fin. C'est pas l'exceptionnalité de l'Occident. C'est juste qu'aujourd'hui, le monde redevient une pluralité. La mondialisation va mourir, mais la mondialité restera. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en face de grands peuples guerriers avec lesquels nous pourrons dialoguer. Ça, si vous voulez, ce n'est pas un problème. C'est ce monde-là qui va vivre il faut qu'on rattrape ce train-là. Il n'est pas encore trop loin. Nous pouvons encore courir sur la voie et le rattraper. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la même élite veut nous déshabiller pour refaire un peu d'armement, refaire un peu d'industrie, mais pas pour faire de nous une nation comme les autres, mais pour continuer le parasitisme. Et pour preuve, pourquoi on vous dit qu'on va se réindustrialiser? Parce qu'il faut résister à la Russie. C'est un pays qui ne nous menace pas. Selon le gouvernement, la Russie oui, nous menacerait. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, je me rappelle des fameux hackers russes. Vous savez, les fameux hackers russes, vous savez, qui liquidaient qui sont attaqués à Parcoursup, qui ont liquidé le système de classement de la bibliothèque du collège Jacques Prévert à Montreuil, qui élèvent des punaises de lit dans des camps d'entraînement à punaises de lit dans l'arrière-cour du Kremlin. Non, à un moment, stop. Parce que qu'il y ait toujours eu un aspect bouffon dans la propagande de guerre est une chose. Mais là, on est en train de battre des records. Parce qu'à un moment, je vous rappelle que pour la guerre d'Ukraine, on a chassé les chiens russes des concours canins, parce qu'on ne sait jamais, parce que derrière chaque teckel se cache un agent du FSB. Donc, à un moment, il faut peut-être arrêter la connerie à un moment. La Russie a été poussée dans cette guerre parce que nous avons mis un flingue sur sa tempe. Parce que quand vous voulez que Kiev entre dans l'OTAN, vous mettez un flingue sur la tête de Moscou. Alors, on était prévu. Oui. On était prévenu que les Russes bougeraient. Moi, si vous voulez, mon équipe a traduit. On traduit les écrits de Vladimir Poutine période par période. Et nous avons fait un seul livre thématique sur tous ses écrits sur l'Ukraine. Dès ses écrits des années 90, Poutine annonce la couleur. Vous êtes d'accord que dans les années 90, Vladimir Poutine
est un ancien du FSB comme un autre. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les Russes ne l'auraient jamais laissé faire. Nous le savions, on a fait les marioles, on a mis la main dans la tapette à souris, manque de peau, elle s'est refermée. Bon. Dont acte. On a fait une guerre pour rien, 1 million de morts certainement à la clé, bravo Jeannot. Maintenant, il faut trouver les voies de la désescalade et d'une conférence sur la sécurité continentale. Avec la Russie, parce que même, admettons que la Russie soit notre ennemi, vous faites la paix avec qui? Avec les mêmes hommes avec qui vous avez fait la guerre. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, de toutes les manières, la fin de la réponse doit être diplomatique. Les armes ont déjà parlé. Et l'Europe a perdu. Une guerre qu'elle a voulu. Et qu'elle a fait de la manière la plus lâche, c'est-à-dire qu'elle a utilisé une population comme bouclier. Eh bien, elle l'a lamentablement perdu. Il n'y aura que la jeunesse ukrainienne pour le pleurer. Beau bilan. Tout ça a été inutile depuis le début. Je ne suis pas du tout, parce que je vois déjà les commentaires. Moi, je sais ce que c'est un pacifiste. Les pacifistes, c'est ceux qui ont écrit à la Gestapo pour livrer ma famille. Voilà ce que c'est un pacifiste. Les pacifistes, c'est ceux qui voulaient la grande Europe derrière Pierre Laval. J'ai un mépris insigne pour ces gens. Là, c'est pas par pacifisme, c'est parce que la guerre est une nécessité quand vous protégez. La guerre est une nécessité quand vous êtes à Verdun. C'est-à-dire qu'en face, vous avez la barbarie, et derrière vous, vous avez vos femmes et vos enfants. Là, la guerre est une nécessité. Là, il n'y avait pas de nécessité. Il y avait juste une affaire de pognon dégueulasse, d'ambition impérialiste dépassée, et de faire vivre un projet européen qui est un zombie et qui se nourrit des fluides vivants des peuples du continent et qui est en train de les dévitaliser et de les vider comme ce que l'Europe est pour les peuples européens, c'est-à-dire un vampire. Donc il est grand temps d'arrêter les frais. Alors, on a entendu aussi... Ah oui, j'ai une autre question pour vous à propos de ça. Est-ce que vous pensez que Poutine et Trump ont contrarié l'agenda mondialiste des européistes, on va dire? Alors, c'est très compliqué, parce qu'en réalité, les classes mondialistes, plus nous les connaissons, vous avez aujourd'hui des ouvrages scientifiques très bien faits, hein. Kees van der Pige, par exemple, sur la formation de la classe transatlantique, etc. Les Européens, là-dedans, comprenez, c'est un ouvrage que je ferai peut-être traduire sur la notion d'impérialisme d'emprunt. Les mondialistes européens ont un profil très particulier. Pour un mondialiste américain, il y en a de deux types. Vous avez celui qui n'est pas mondialiste, mais qui est un impérialiste américain, ce qui est le cas de Donald Trump, c'est-à-dire la mondialisation, oui c'est bien, à une seule condition, c'est que ça remplisse ma diplomatie transactionnelle. J'ai besoin de ça, je veux ça. Jusque-là, rien que plus normal. Un visage impérialiste parmi d'autres. Ensuite, vous avez le mondialiste type Parti démocrate, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à sacrifier une partie du peuple américain pour l'imperium mundi. Là, vous êtes dans des cas qui oscillent entre l'orgueil mal placé, des gens qui font une erreur intellectuelle de parallaxe qui généralement repose sur des présupposés faux, type théorie des armes magiques. Là, actuellement, c'est les fameux essaims de drones qui devraient donner à l'Amérique une suprématie. Il n'y aura pas plus de suprématie que de Colin Tampon. Je vous rappelle que les armes magiques devaient sauver le Reich, la digitalisation du champ de bataille devait sauver les Américains au Vietnam. Enfin, si vous voulez, la théorie des armes magiques, ça fait partie des tas de préjugés de cette élite-là. C'est-à-dire, de toutes les manières, on va gagner. Je vais vous donner un exemple. C'est Madeleine Albright qui disait « L'Amérique a les moyens de faire 3 guerres, faisons-les ». Je n'ai jamais vu plus débile comme justification de bellicisme. J'ai les moyens de faire 3 guerres, alors je les fais. Bon, pourquoi pas? Ça, ce sont tous les profils qui se sont battus au sein des États-Unis, particulièrement en novembre dernier. Donc vous avez un impérialisme qui est avant tout un impérialisme très américain,
un mondialisme qui est un impérialisme privé. N'oubliez jamais que les princes mondialistes américains, je pense aux frères Dulles avec leurs affaires en Indonésie et autres, sont des gens, l'impérialisme américain est né privé. Donc n'oubliez pas que pour ces mondialistes-là, on peut faire crever le gamin du Kansas, parce que derrière, il y a du vrai pognon. Les mondialistes européens sont des mondialistes de second rang. Déjà, c'est les laquais des premiers, historiquement, dont certains ne rêvent que d'être adoubés par les premiers. Bon, le cas typique, c'est Jean Monnet. Bon, Jean Monnet, il était plus américain que les Américains, tu meurs. Bon. Adoubé dans l'entourage de Roosevelt, surclassant certains Américains, comme Murphy, l'homme des basses œuvres. Or, si vous voulez, les mondialistes européens, eux, ils ont deux caractéristiques. Pour tout le projet global, ils sont dans la roue du Parti démocrate américain. Pour le projet régional, ils sont dans la roue du flic de quartier qui est Berlin. Annie Lacroix-Riz l'avait lourdement démontré. Hein, l'Amérique fait ce choix-là contre l'Angleterre et contre la France dans les années 1880, à peu près, 1880-1890. Donc, pour sa dynamique de puissance, c'est-à-dire frapper l'universalisme français et se venger de l'ancienne colonie, de l'ancienne puissance colonisatrice anglaise. Or, vous voyez bien avec ce profil que depuis 1945, le mondialiste européen, lui, ce qu'il veut, c'est recevoir des ordres. Là, il n'y a plus d'ordre. Donc il se raccroche à tous les pays qui croient encore au mondialisme et à l'imperium mundi. Donc on va aller chercher le Canada détruit par les Trudeau père et fils, l'Australie qui a été la puissance carcérale du Covid, et on essaye de faire corps, de collectiviser des faiblesses en espérant que dans 2 ans, Donald Trump commence à chuter aux élections de mi-mandat et qu'enfin les États-Unis redeviennent le phare du mondialisme dans 4 ans. En espérant qu'il n'y ait pas comme le dit très bien Daniel Pipes, le néoconservateur, qui lui le souhaite, qu'il n'y ait pas de suite au Trumpisme. Parce que ce qu'on appelle à tort les néoconservateurs sont en fait des impériaux. Or, toutes les forces qui veulent continuer l'impérialisme, qui refusent que la multipolarité soit un fait, c'est pas un projet, hein, soit un fait, toutes ces forces sont en train de se coaliser dans ce qu'on appelle une stratégie d'attente, dont le centre aujourd'hui est un triangle dans les grandes lignes, Berlin, Francfort, Bruxelles. Ils attendent, et bien sûr, ils vont serrer la vis pour ce qui tienne encore, les Européens. Qu'est-ce qui a bouffé en Europe pour cette classe parasitaire? L'épargne, à peu près tout. Encore un petit peu d'industrie, mais surtout l'épargne. Or, j'aime beaucoup rappeler ce mot de M. Attali, qui n'est pas du tout un décisionnaire dans ce monde-là, hein, qui est un ménate. C'est un mec qui vous répète ce qu'il a entendu dans les dîners. Il a dit, commentant cette extraordinaire cérémonie d'ouverture des JO, soit nous aurons gagné dans 10 ans et le monde entier sera comme ça. Je pense que vous voyez à quel moment particulier de la cérémonie je parle. Vous savez, les moments, pas nécessairement pour les enfants. Et une grande partie de la cérémonie. Oui, vous voyez, mais c'était les moments les plus orientés, disons ça comme ça. Soit nous aurons été vaincus. Cette phrase est très juste. C'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas de lui, qu'il ne le fait que la répéter. Parce qu'en réalité, le mondialisme joue ces 10 années décisives. C'est-à-dire que soit ils vont arriver, d'une manière ou d'une autre, à maintenir leur emprise sur le monde. C'est pour ça qu'ils ont maintenant les rêves les plus fous, dislocation de la Russie, regime change en Chine, regime change partout, hein, comme l'a très bien dit M. Breton. Hein, on le fera en Allemagne, on l'a fait en Roumanie, très bien. Et le retour du mondialisme aux États-Unis. C'est soit dans 10 ans, là je vous parle, tel qu'eux se voient. Je ne sais pas pourquoi ils disent 10, mais je pense qu'ils évaluent leurs forces mieux que je ne peux le faire. Mais d'ici 10-15 ans, soit ils auront été totalement vaincus, soit ils auront retourné la table. La seule chose, c'est que Donald Trump, qu'il ne l'ait pas vu venir, fallait quand même le faire, mais
en réalité, à travers Trump-Poutine, ce qui leur fait peur, ce n'est pas Trump et Poutine en soi. C'est le retour d'une vie internationale normale entre gens normaux qui font de la négociation bilatérale sur la base de l'intérêt national et de ce qu'une auteure anglaise appelle très intelligemment dans le cas de Donald Trump une diplomatie transactionnelle, donc une diplomatie normale, c'est-à-dire la fin de l'exceptionnalisme des valeurs de l'Occident. C'est-à-dire, grosso modo, nous allons redevenir un monde divers, mais pour une fois unitaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la préséance de l'Occident, et comme il faut être honnête, il y a un mental colonial des élites européennes, mental colonial ubiquitaire, hein, c'est-à-dire contre les peuples non européens et sur leur propre population. D'accord ? Et ils vivent un impérialisme d'emprunt. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est ce que j'appelle le caniche qui se frotte sur la plate arrière du chien de combat. Et le chien de combat américain, on a eu marre de cet amour qui lui collait au pelage, parce qu'il se fait au prix de la mort des gamins du Kansas. C'est facile de faire la guerre avec la peau des autres. Or, les élites européennes aujourd'hui rêvent de guerre, faite par d'autres, parce qu'elles rêvent de cet impérialisme d'emprunt, et il est grand temps que les élites européennes soient débarrassées, parce que vous ne guérirez pas ces gens. Soit vous vous affronterez à eux, soit ils vous écraseront. Parce qu'eux, ils tolèrent que ça. Soit vous vous débarrasserez d'eux, et ensuite, les différents pays européens pourront retrouver une place dans une scène internationale qui sera plus incertaine, plus libre, et en même temps plus, oui, je dirais pas plus égalitaire, mais en tout cas où il y aura une vraie politique de reconnaissance, parce que nous n'aurons pas le choix que de reconnaître les intérêts de nos partenaires, et ce faisant, d'affirmer les nôtres. Et est-ce que vous pensez que Trump peut nous sauver, entre guillemets, de la guerre ? Et comment est-ce que, par exemple, la France pourrait espérer sortir de cette situation Le problème vis-à-vis de la France, c'est que la France, dans tout le dossier ukrainien, a joué systématiquement contre ses intérêts. Pourquoi ? Pour l'Europe. Il n'y a pas de mot plus létal pour les Français. Et Bismarck disait, qui parle d'Europe ment, on peut dire oui peut-être, mais qui parle d'Europe tue des Français. Toujours. Vous voulez, c'est quand même le mot de ralliement de la plupart des traîtres de notre histoire. Quel était l'intérêt de la France ? Le gros problème, c'est, vous savez ce qui tue la France, c'est que personne ne pense en termes d'intérêt national. Personne. Si vous voulez, le résultat, vous pouvez dire n'importe quelle connerie. Vous pouvez dire souveraineté européenne, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne ne pense en termes d'intérêt national. Revenons, alors certes, le début de la guerre d'Ukraine, c'est même pas 2014, hein. C'est une guerre qui vient de loin. Hein. Mais revenons en 2014, pour prendre une date. L'intérêt de la France, c'était quoi, à l'époque ? C'était que le processus de Minsk soit négocié de manière sincère. Ce qui veut dire que la France aurait dû, dès 2015-2016, c'est-à-dire au premier manquement lourd au processus de Minsk, dire à la face du monde et particulièrement à la Russie, je constate, je suis garant de ces accords, je constate que plusieurs de nos partenaires ne les appliquent pas de bonne foi, parce qu'on tue des pères de famille dans le Donbass et que le gouvernement kievien s'était engagé à ne pas le faire, que les Allemands participent à l'entraînement de ce qui seront les bataillons de représailles, que les Anglais sont en train, avec les Américains, de refaire une armée ukrainienne, je me désengage. Et ainsi, nous n'aurions pas pu arrêter cette folie, mais nous aurions suivi notre intérêt. Notre intérêt, c'était déjà de reconnaître que la France n'a aucun intérêt vital dans cette zone. Les seuls intérêts vitaux de la France sont un tout petit peu plus à l'est, vitaux, substantiels, beaucoup plus que vitaux, pardonnez-moi. Dans cette zone, c'était de garder des rapports cordiaux, même pas amicaux, cordiaux, avec la Russie, en tant que fournisseur d'énergie et en tant que partenaire autant que nous l'avons réellement été, ce
qui n'est pas non plus totalement certain, sur certains dossiers techniques et technologiques. Voilà. C'est-à-dire que la France aurait dû se désengager en disant « Écoutez, ça va. De toute évidence, cette affaire est ce qu'on pourrait appeler une affaire d'enfoiré. Je n'irai pas plus loin, ma diplomatie n'ira pas plus loin. Nous avons jeté les braises d'une guerre à brève échéance. Je peux d'autant plus le dire qu'en 2014, vous pouvez le voir sur la chaîne du Cercle Aristote, nous on a fait une conférence qui s'appelle « L'Europe c'est la guerre » de mon ami Romain Bessonnet, spécialiste de la zone, où il termine par « Il y aura la guerre avant 10 ans ». 2014, 2024, on était bon. Or, le problème c'est que c'était certain. Le problème c'est que l'intérêt national de la France, tout le monde s'en fout. À commencer par les élites françaises. Les élites françaises, elles ont un pays de substitution. Elles ont l'Europe. Tout pour éviter d'être français. Donc elles ont plié les intérêts de la France à l'impérialisme européen. Et l'impérialisme européen, qu'est-ce que c'est? Comme disait Jean-Paul Sartre, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'il était en accord avec les gaullistes sur ce point, c'est l'axe germano-américain, c'est-à-dire l'ost politique allemande sur le bras de l'OTAN. Parce qu'il faut un bras musclé. L'Allemagne, la musculature, disons qu'on n'a pas laissé grand-chose depuis les travaux qu'on a fait là-bas, à Dresde. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est... Parce qu'en 2014, c'est le BND qui attaque en Ukraine. Les Américains reprennent la suite sur un dossier qu'ils avaient déjà préparé. Mais les Allemands, vous savez, c'est les buts de guerre de l'Allemagne impériale, c'est la prise en main des plaines d'Ukraine. Les Allemands ont fait 2 guerres mondiales pour ça, je vous rappelle. Donc, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que nous étions face au pire de ce que fait l'Occident, c'est-à-dire l'axe germano-américain. C'est ce qui se fait de pire sur l'Europe. Nous devions nous désengager de ça à tout prix. Et au lieu de ça, on a suivi parce que nos élites, si vous les débarrassez du mythe européen. Le mythe européen, c'est la soumission allemande et l'arrière-monde américain. C'est-à-dire, on se soumet pour avoir, comme disait Valéry Giscard d'Estaing, un strapontin à la Bundesbank. Et en même temps, on peut se permettre de trahir parce que même si on fait des conneries, le GI du Kansas viendra nous sauver. Vous voyez, c'est le concentré de la pensée des élites françaises après 1945, hors période gaullienne. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'Emmanuel Macron, ce qu'il veut sauver, c'est ça. C'est la machine à fabriquer des traîtres. Parce que sinon, lui et sa classe perdront la France. Et comme, pardonnez-moi, personne ne veut de nulle part, eh bien, ils perdront très cher. Parce que quand on est un parasite, la France, c'est encore une très belle vache à traire, croyez-moi. Est-ce que vous pensez, on voit Zelensky qui reste au pouvoir en Ukraine, est-ce que vous pensez qu'en France, il pourrait se passer quelque chose de similaire? Est-ce que Macron pourrait rester après? Ce serait quand même très difficile. Ce serait quand même très difficile. Je ne dis pas que le personnage, qui est quand même profondément dérangé, n'a pas pu ne pas y songer. Il a d'ailleurs envoyé des ballons-sondes. Le problème, c'est que comme ballon-sonde, vous n'avez que Roselyne Bachelot. Alors certes, ce n'est pas pour l'esthétique, mais ce n'est pas non plus pour le sens politique que ça a. Donc, vous vous rappelez de sa phrase, nous sommes tous prêts pour un 3e mandat d'Emmanuel. Je pense que quand vous avez quelque chose de sérieux à dire, vous évitez Bachelot quand même. Et c'est M. Ferrand aussi qui... Enfin, il a dit que c'était une fake news après. Alors, parce que le problème, c'est qu'il faudrait un changement constitutionnel. Et pour cela, il faudrait les 2/3 au Congrès. À l'Assemblée nationale, ça va être compliqué. Vous voyez, je n'ai aucun problème à penser qu'il pourrait faire un deal alimentaire avec M. Larcher. Tous les deals alimentaires sont ouverts avec Gérard Larcher. Mais ça m'apparaît compliqué. Parce qu'en réalité, n'oubliez pas que l'oligarchie française est en train, non pas de se sevrer du macronisme, mais ils veulent « make macronisme make great again ». C'est-à-dire qu'ils veulent trouver un Macron plus Macron que Macron. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez tous les traîtres qui se mettent sur les rangs. Monsieur Philippe, revenu des Chauves comme d'autres sont revenus des Enfers. Monsieur Attal, qui d'ailleurs est allé faire du tourisme en kaki
en Ukraine récemment, peut-être l'avez-vous vu. C'est bien, on a rapiécé 3 uniformes G.I. Joe pour faire un uniforme à sa taille. C'est comme quoi au moins on a enfin trouvé du boulot à quelqu'un en France et à une couturière. Et, sauf si c'est du Made in China, ce qui ne m'étonnerait pas non plus de la part du personnage. Et M. Glucksmann, qui lui vraiment make Macron great again. Le problème, comprenez bien, ils attendent d'Emmanuel Macron que celui-ci achève encore plus le pays en 2 ans. Mais ils espèrent quand même, non pas s'en débarrasser, mais comprenez leur alternative. Ils ne peuvent pas s'accrocher au traître en chef et mettre en danger la machine à faire des traîtres. Parce que imaginez que Macron aille jusqu'au bout, c'est la mort de la xénocratie française. C'est-à-dire c'est la mort de la caste de traîtres qui est arrivée au pouvoir avec Valéry Giscard d'Estaing. Donc si vous voulez, ils veulent que le petit consente à s'écarter, enfin. Le problème, c'est pour ça qu'il commence la campagne si tôt, parce que lui, de toute évidence, il veut s'en mêler. Vous voyez bien qu'il fait une politique de terre brûlée pour son éventuel successeur. Ils vont certainement essayer de le contenir, parce que pour eux, ce qui se joue, si vous voulez, ils ne veulent pas qu'Emmanuel Macron soit à la fois la plus belle fleur de l'anti-France, mais en même temps une fleur qui pousse sur une pierre tombale. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'Emmanuel Macron soit le dernier giscardien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent qu'il y ait un après-Macron qui soit encore plus Macron que Macron. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et récemment, Philippe de Villiers a dit sur CNews que Macron lui avait fait une confidence il y a quelques années et que son souhait le plus cher était de devenir en gros le président d'une Europe fédérale. Qu'est-ce que vous pensez de... Je pense que la psychanalyse coûte trop cher et donc il y a des gens qui font de la politique parce que la psychanalyse n'est pas remboursée. Voilà ce que je pense. Mais soyons clairs, nous avons, et c'est tout à fait normal, vous savez, quand vous n'êtes pas dans le monde des nations, vous êtes dans le monde du virtualisme. Le général de Gaulle avait une belle phrase là-dessus. Il disait « On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Les peuples sont des œufs durs. » Vous voyez ? Or, pour ces gens-là, tout est mixable, tout est mutable, tout est malléable. Ils sont dans le monde de ce que mon ami Laurent Henninger appelle les espaces fluides. Ils sont dans un non-monde. Bien sûr, il y a des espaces de fluidité dans le monde. Mais il y a surtout une réalité. La réalité, c'est ce qui vous résiste. Eux, rien ne leur résiste. Ils ne veulent pas que le réel leur résiste. Donc ils le nient. C'est la technique du fou qui fait des coups de boule dans le mur. Or, eux, c'est pareil. Vous voyez ? Et malheureusement, nous avons une des plus belles fleurs de cette espèce d'individus dont la place est avant tout dans la proximité d'un thérapeute. Et voilà ce que ça donne, la folie des grandeurs d'un grand enfant mégalomane. Je serai président d'Europe. Et en réalité, vous voyez le fond de ce qu'est Emmanuel Macron. Il est toujours sur scène, il a toujours 13 ou 14 ans, il fait toujours le beau devant maman. Et comme tout le monde, personne ne lui a dit « Tu es le centre de ton propre monde, mais il y a un vrai monde tout autour de toi, et que ce monde ne pliera pas à ta volonté », ce qu'on doit dire à un gamin pour éviter d'en faire un sale gosse, eh bien, vous avez Emmanuel Macron en majesté dans cette confidence, dont je ne doute absolument pas, déjà par considération, l'immense considération que je porte à Philippe de Villiers, mais deuxièmement, je ne doute absolument pas qu'Emmanuel Macron ait pu prononcer une telle phrase. Je pense malheureusement qu'il en est tout à fait capable et que je pense qu'il y pense. Qu'est-ce que cela impliquerait pour la France et pour l'Europe? Sa disparition ? Alors, pour l'Europe, ça impliquerait, on va être très clair, hein, si Emmanuel Macron si un poste de ce type-là devait être créé, on est d'accord que dans ce cadre-là, prenons les institutions européennes telles qu'elles sont. Hein.
Ça nécessiterait donc soit une modification de traité, soit la ratification d'un nouveau traité. D'accord? Qui ferait de la Commission européenne, qui est déjà un organe parasitaire, un gouvernement. Sur quelle légitimité? C'est-à-dire, donc, nous soyons réalistes, s'il y avait une élection, s'il y avait un président de l'Union européenne, en réalité, ce serait en réalité un faux président, ce serait un Premier ministre qui sortirait du soviet suprême. En réalité, ça serait la fin de la soviétisation européenne. Vous avez déjà le soviet suprême, vous avez le politburo, la Commission européenne, et donc là, on aurait le Vodge, on aurait notre Staline, en modèle gay cocaïno-festif. Bon, finalement, le Géorgien avait du charme. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait la fin de la soviétisation. Je pense que certains peuples ne sont pas assez fous pour ça. Mais admettons, allons au bout du raisonnement. Évidemment, ça se ferait avec le soutien, ça ne se ferait qu'avec le soutien et l'assentiment du Parti démocrate américain et de l'Allemagne. Donc Emmanuel Macron offrirait en gage ce qui reste de la France pour sa dissolution terminale. Et ensuite, c'est très simple, il mènerait une politique européenne qui serait un échec. Dois-je vous rappeler ce qui est arrivé à Galiléo, à tous ces programmes foireux, etc. Et ensuite, l'Europe vivrait un hiver démographique qui, je vous le rappelle, devrait, si les chiffres sont exacts, avec la prudence nécessaire, avec les chiffres de démographie, la conditionner à perdre 135 millions d'habitants dans les 70 prochaines années, qui seront remplacés par une immigration toujours plus forte pour faire un nouveau peuple européen qui aura des traits assez subsahariens, mais peu importe. Je vous rappelle que le plan Juncker, c'était déjà 50 millions d'immigrés. Et ce sera la fin des différentes civilisations européennes au regard de l'histoire, qui auront été sacrifiées sur l'autel du boomerisme mental d'un petit garçon sur scène. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Rougeron, d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez une actualité en ce moment? Alors, c'est très simple. Toutes nos sorties littéraires sont sur le site cerclearistote.fr et toutes nos vidéos, que d'ailleurs, mon studio n'est pas très loin de ces sièges, et toutes nos vidéos sont sur la chaîne du Cercle Aristote. J'invite ceux qui le veulent à nous suivre et vous retrouverez beaucoup de mes compagnons de route sur Omerta prochainement. Écoutez, merci beaucoup merci à vous. Et à très bientôt sur la chaîne Omerta.